Et donc pour ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir David Gaz de Démocratech, de l'association Démocratech, qui va nous parler donc de la première.org. David, tu es avocat au bureau de Paris, au barreau de Paris, pas au bureau de Paris, au barreau de Paris. Et tu as un bureau à Paris, ce qui est quand même fantastique. Et donc vous avez lancé il y a environ 1 an, il me semble, cette initiative dont tu vas pouvoir nous parler maintenant. Merci et bienvenue David. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors déjà, merci Olivier et Adriane pour l'invitation. Comme ils l'ont dit en introduction, vous allez voir cette semaine tout un panel d'initiatives citoyennes qui entend réinvestir la démocratie. Et nous, on trouve ça très bien parce qu'il y a plein d'angles d'attaque possibles et il faut tous les essayer pour voir ce qui peut marcher et comment on peut remettre le citoyen au centre de la démocratie. Alors, pour ma part, j'ai lancé avec mon ami Thibaut la première.org. Alors, qui est derrière première.org? On est deux. Il y a Thibaut qui ne peut pas être là ce soir, malheureusement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Sa femme est à peu près 8 jours d'accoucher. Donc, soit il venait, c'était divorce avant l'accouchement, soit il restait avec sa femme. Donc, c'est pour ça que je suis tout seul ce soir pour vous présenter la première.org. Donc, il est ingénieur, il a fait l'INSA à Lyon. Et donc, lui, il s'occupe de toute la partie tech du projet. Et là, vous me voyez avec lui, il y a un dîner qui est à Vœux Familiers à Paris. Moi, je suis avocat au barreau de Paris, comme le disait Adriane. On se connaît depuis 5-6 ans, on travaillait ensemble, on est devenus assez vite amis. Et comme beaucoup de Français, on parlait politique, beaucoup politique. Excuse-moi. On parlait beaucoup politique à la fin des repas, notamment. Et on avait ce constat qui était cet agacement, cette frustration de dire mais comment ça se fait que quand on va voter, pour ceux qui vont encore voter, comment ça se fait qu'on y va toujours à reculons? Ou comment ça se fait qu'on vote plutôt par dépit, pas par adhésion? Comment ça se fait pourquoi on vote pour le moins pire et pas pour le meilleur, pas pour celui qu'on a vraiment envie? Donc on se disait... il y a ce constat-là de cette déconnexion aussi des politiques par rapport à la vie des citoyens. 18 000 € de PV impayés, une phobie administrative, etc. Des gens qui se pensent intouchables et qui exercent le pouvoir, qui se renvoient la balle pendant des années. Et jusque-là, tout va bien, jusqu'à certains incidents institutionnels où on se retrouve avec des seconds tours assez dramatiques. Donc on s'est dit, il faudrait qu'on essaie d'améliorer les choses. Alors nous, notre positionnement, c'est de ne pas dire on veut une 6ème République, on veut du tirage au sort, etc. On s'est dit, ça c'est l'étape d'après. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées là-dessus. Vous verrez d'ailleurs Étienne Chouard vendredi. C'est très bien. Nous, on dit, la première étape, c'est utiliser les règles qui existent. Et comment on utilise les règles qui existent pour faire émerger des nouveaux talents. Donc, on est parti du constat, c'est quoi? Pourquoi il y a cette frustration électorale? Donc on a un peu creusé les chiffres, et un sondage, donc celui-là il est de 2015, alors il est à jour, hein. Aujourd'hui il est à jour, c'est plus 91, c'est 87%, donc c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? 87% des Français ne font pas du tout, ou plutôt pas confiance aux partis politiques. Donc vous prenez la hiérarchie, ils sont tout en bas. Juste au-dessus il y a les médias, même les banques sont mieux classées que les partis politiques. Alors, voilà, les Français n'ont plus confiance dans les partis politiques. Alors, historiquement, les partis, c'était quand même des lieux d'échange, des lieux de construction de programmes, des lieux de synthèse, et il y avait beaucoup de citoyens qui étaient impliqués dans les partis. Alors, ça n'a jamais été 20 millions de citoyens, mais il y avait vraiment beaucoup de citoyens impliqués. Et petit à petit, comme ils se sont rendus compte que ça ne servait plus à rien, qu'aujourd'hui les partis, c'est juste des caisses financières pour porter les candidats aux élections, ils se sont désengagés et les partis se renvoient la balle, etc. Donc, perte de confiance. Et en fait, on s'est dit, mais les partis ne représentent plus les Français, en fait. C'est juste quelques militants qui sont encore sur des dogmes idéologiques, clivage gauche-droite, etc. Et pourquoi ils ne représentent plus? Quand vous regardez les adhérents des partis, vous prenez les 3 grands partis, hein, PS, Républicains et FN, c'est 365 000 adhérents. Ce qui nous fait 1% des électeurs. Donc vous voyez qu'il y a quand même, au meilleur des cas, ce sont les militants, les adhérents d'un parti qui vont choisir leur candidat.
Donc on parle d'1% des gens qui vont choisir les candidats imposés aux 44 millions de votants. Sinon, il y a le bureau politique, ça c'est encore le cas en dessous, c'est les 10-15 chefs du parti qui vont choisir qui sera les candidats. Et dans la réalité, c'est peut-être les 2-3 cadres du parti qui vont décider de l'investiture. Ça, c'est toute la partie cachée qu'on ne voit pas, parce qu'on se dit, mais je ne comprends pas, j'ai le choix, j'ai de la gauche, j'ai de la droite, j'ai l'extrême droite, j'ai l'extrême gauche, mais pourquoi j'ai toujours les mêmes qui se présentent en fait? Et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'investiture, c'est-à-dire le casting des candidats, il est négocié en interne. C'est-à-dire, ils décident quels seront les 2-3 candidats qui iront se présenter pour le parti en question. Alors il y a eu une avancée avec les primaires. Les premiers à avoir fait ça, c'est Primaire PS. Mais il ne faut pas oublier pourquoi ça a été fait. Jusqu'à très récemment, la gauche avait le pouvoir, après c'était la droite, ils se rebalançaient le pouvoir. Sauf qu'à un moment, il y en a un qui n'est pas passé au deuxième tour, et la gauche n'était pas au deuxième tour, il y avait le Front National au deuxième tour. Donc ils se sont dit, on va faire des primaires. Pourquoi? Pour fédérer mon camp derrière un seul candidat, pour que je sois sûr, moi, mon camp, d'être au second tour. Donc c'est pas pour donner plus la parole aux citoyens, c'est pour être sûr de pouvoir être au second tour et de continuer à pouvoir exercer le pouvoir. Alors, les primaires, nous, on estime que les primaires des partis ne sont pas démocratiques, parce que justement, l'investiture, elle est toujours convenue en interne. Et puis, bon, ça reste du clivage, ça reste des idées de droite à droite, des idées de gauche à gauche. Et nous, on pense que ces clivages, ils n'ont plus lieu d'être. Et avec le process qu'on met en place, nous, on veut faire émerger des nouvelles lignes de force. Aujourd'hui, la marge de manœuvre d'un gouvernement, elle est très réduite avec les flux mondiaux, les flux démographiques, économiques, etc. C'est 10-15%. Et là, à gauche, à droite, vous avez des accords sur des thématiques. Et en fait, c'est plus, s'y rend dans du clivage idéologique, c'est plus pour du clientélisme que pour essayer d'avoir un vrai projet de société. Donc, la primaire.org, c'est quoi? Elle repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est une primaire démocratique, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous. Chacun de vous, demain, peut s'inscrire sur la primaire, participer, ou pour être candidat. Aucune barrière à l'entrée. Après, je vais vous expliquer le processus. Il y a évidemment une sélection, mais aucune barrière à l'entrée. C'est omnipartisan. C'est-à-dire, peu importe les idées que vous ayez, sous réserve évidemment de la loi, vous pouvez venir sur la plateforme. Donc vous aurez des candidats d'extrême gauche, vous aurez des candidats de droite, vous aurez des candidats du centre, etc. Vous aurez toutes les idées. Nous, on pense que la base des choses, c'est d'ouvrir le jeu, d'ouvrir le débat, de permettre à tout le monde de s'impliquer, à permettre à tout le monde de participer. Et moi, je vois le retour qu'on a quand on fait nos meetings. Les gens, ils veulent simplement pouvoir participer, pouvoir s'exprimer. Et après, ils vont adhérer au programme qui vont se construire, etc. Alors, comme le disait Adrien, le projet, c'est porté par Démocratec. C'est une association de loi 1901. Donc, ça implique beaucoup de choses. C'est que les 2 dirigeants, donc Thibaut et moi, sommes absolument bénévoles là-dessus. On travaille qu'avec des bénévoles. Et on essaie de mettre des standards de transparence. On veut imposer un standard de transparence. Et donc c'est pour ça que vous regardez sur notre site, ça c'est un screen que j'ai fait hier, tous nos métriques figurent sur le site. C'est-à-dire que ça, c'est notre tableau de bord. On n'a pas d'autre tableau de bord que ça. Donc vous voyez, le nombre d'inscrits hier, c'était 20 311. Vous avez les nouveaux inscrits par semaine, par mois. Vous avez la barre verte, ça c'est l'objectif de la semaine, etc. Là, vous avez les inscrits par jour. Voilà, c'est nos tableaux de bord, on n'en a pas d'autres. Et alors, quand il y a des pics, c'est qu'on a une matinale à la radio, quand on a une émission de télé, ça génère des inscriptions, etc. Le petit rond que vous voyez à droite, c'est le crowdfunding. On souhaite lever 100 000 euros pour financer l'organisation de cette primaire. On nous avait prédit qu'on s'est lancé qu'il nous faudrait plusieurs millions d'euros. Nous, on a commencé en janvier 2015. Et donc, vous voyez, donc ça fait 14-15 mois. On a dépensé 20 000 euros
Voilà, on a collecté. En fait, nous, on a commencé à travailler dessus depuis janvier 2015 et on s'est lancé officiellement le 15 octobre. Donc le crowdfunding, il a démarré le 15 octobre et vous voyez, depuis le 15 octobre, on a collecté 48 000 € à peu près et on a dépensé à peu près 25 000 €. Et ça, vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce qu'on met en ligne toutes nos dépenses. Comment c'est financé la primaire.org? C'est les dons des citoyens. Uniquement les dons des citoyens. Donc 48 000 €, vous le verrez, c'est 900 donateurs, etc. Et comme la primaire est financée par les dons, la moindre des choses, c'est de rendre des comptes et de dire ce qu'on fait de l'argent. Donc vous allez sur le site, c'est mis à jour quasiment tous les jours ou toutes les semaines. Vous voyez, donc j'étais déjà venu à Lyon pour une conf, vous verrez, vous voyez l'hôtel, j'ai repris le même, alors il est beaucoup plus cher cette fois. Donc vous voyez toutes les dépenses qu'on fait. Et les règles de dépenses, c'est simple, c'est que pour l'organisation de la primaire, et c'est que des dépenses, par exemple quand vous voyez café, etc., c'est qu'on a pris un café avec un journaliste, qu'on a pris un café avec un politique, ou quelqu'un qui est extérieur au projet. C'est pas quand je vais me prendre une bière avec Thibaut, chacun paye sa bière, ou on s'invite mutuellement. Donc c'est vraiment ça, vraiment souci de transparence et de rendre des comptes, et c'est un standard qu'on veut imposer. On aimerait que toutes les organisations, notamment politiques, fassent de même. Toujours, souci de transparence, on a mis sur le site une carte des supporters de la primaire dans le monde. Donc, juste un détail, chaque point rouge, c'est une ville, hein, c'est pas une personne, sinon ça deviendrait un peu compliqué. Focus sur Lyon, 576 supporters, c'est bien, mais après, ramener à la population, ça fait 0,11%, donc les Lyonnais, il faut faire un peu de com localement. Voilà, et vous pouvez vous chercher sur la carte, etc. Voilà, toujours souci de transparence. Donc, les règles de la primaire, je vais vous en parler juste après. Il y a un pilier technologique qui est très important. Donc, à nouveau, là-dessus, nous, on n'a pas de moyens, hein, ni humains, ni financiers. Donc, on s'est dit, on ne peut pas faire une primaire avec des bureaux de vote, du papier, etc. Et puis, c'est un peu obsolète et puis, c'est pas très écolo. Donc, on s'est dit numérique. Le numérique, d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut utiliser comme numérique? Donc on s'est dit, qu'est-ce que c'est faire ma grand-mère, ma petite sœur, etc. En fait, c'est envoyer des textos. Donc on s'est dit, on va faire une app de messagerie. Alors après, évidemment, toujours, on n'a pas de moyens, etc. Donc on se plug sur une app de messagerie qui existe déjà, qui s'appelle Telegram. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme WhatsApp. Sauf que Telegram, c'est celle qui a la plus grosse progression en termes d'utilisateurs depuis le début de l'année. Dernière. Et Telegram, c'est surtout qu'elle est cryptée et sécurisée. Elle a eu une mauvaise presse récemment parce que Daesh l'utilise. Donc on s'est dit, si on peut faire du terrorisme avec Telegram, on peut faire la démocratie. Donc, je vais vous montrer une petite démo. Et après, on passera aux règles de la primaire. Donc vous avez vu, en fait, c'est une app de messagerie où vous allez pouvoir discuter avec il y a un robot dedans qui s'appelle Victoire, pour Victoire de la primaire. Donc, avec cette techno, vous pouvez prendre le contrôle du clavier. Donc c'est pour ça que vous avez vu, il y a des boutons en bas, être candidat, proposer des candidats, etc. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir discuter avec Victoire au départ pour proposer vos candidats, etc. Et après, vous allez pouvoir discuter avec les candidats de la primaire.org.
Donc, les règles de la primaire, c'est comment on passe de potentiellement 44 millions de votants à un candidat. Donc l'objectif qu'on a, c'est vraiment, ce que je disais en introduction, c'est replacer le citoyen au cœur de la démocratie, de l'action publique, qu'il a trop longtemps délaissé et qui est capté par les partis politiques. Je dirais que le niveau zéro de notre initiative, c'est de l'instruction et de l'éducation civique. C'est donner aux gens envie de reprendre, enfin de s'inscrire sur les listes électorales, de recoller leur carte d'électeur s'ils l'ont déchirée. Et pourquoi on propose ça? C'est parce que on fait un processus qui va permettre de faire émerger des nouveaux talents. Alors quand on dit nouveaux talents, c'est à la fois de la société civile, mais aussi des partis politiques. Hein, ça, on ne les exclut pas, mais ceux qui ont 30, 40 ans, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas obligés d'attendre 65 ans avant de pouvoir y aller, quoi. Donc, un, c'est réinvestir les citoyens dans la démocratie. Deux, c'est faire émerger les nouveaux talents. Et à partir du moment où vous permettez aux gens de s'exprimer, de participer, de débattre, de construire des programmes, vous essayez de renouer la confiance entre les représentants et les citoyens. C'est pour ça que nous, on a un positionnement un peu différent d'autres initiatives qui disent oui, il faut tous les mettre dehors, il faut faire que de la société civile, etc. Nous, on dit voilà, aujourd'hui, il faut se mettre tous ensemble pour faire quelque chose d'union qui dépasse les clivages, pour sortir la France du trou où elle est bien enfoncée. La primaire va se dérouler en 4 étapes, à partir de mars jusqu'à peu près novembre-décembre. Avec la primaire.org, vous allez pouvoir choisir des candidats, co-construire un programme, débattre et voter. Première étape, une phase d'identification des candidats, qui va donc commencer en mars et qui va aller jusqu'au 14 juillet. Pendant cette phase, il y a 2 hypothèses. Soit vous vous sentez l'âme d'être candidat et vous allez vous proposer comme candidat et vous allez devoir aller chercher des soutiens. Deuxième hypothèse, vous n'avez aucune velléité de vouloir vous impliquer personnellement, mais vous connaissez de près ou de loin des gens que vous verriez bien s'impliquer dans la vie politique ou être président et vous allez les proposer. Au début de l'application, vous aurez 5 choix. Vous pourrez proposer 5 noms. Et ces 5 choix, vous pourrez les reprendre jusqu'au 14 juillet. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une prime aux premiers inscrits. Parce que si vous claquez vos 5 choix là en mars, et qu'il y a quelqu'un de super qui arrive en mai, vous serez bien embêté. Donc vous aurez 5 choix. Et c'est pour ça que nous, on ne va pas du tout communiquer sur les candidats, etc. Parce que la liste sera définitivement arrêtée au 14 juillet. Donc, vous avez vu, il y a 2 cas. Il y a le cas aussi des gens qui seront proposés. Donc, ça peut être des gens très connus, je ne sais pas, Nicolas Hulot ou autre. Ces gens-là, il faudra aussi qu'on aille les voir pour dire bah, la France vous appelle, est-ce que vous voulez venir sur la primaire.org. Dans cette phase de mars à juillet, les citoyens qui veulent se présenter doivent recueillir 500 soutiens. Donc, on ne parle pas des parrainages là. Hein. On parle vraiment de soutien citoyen. Donc, c'est vos réseaux, vos amis, etc. Et les candidats devront les recueillir par eux-mêmes. Nous, on ne pousse rien du tout. Chaque candidat aura une page avec une URL random, etc., qui lui permettra de diffuser et d'aller chercher des soutiens. Et sur cette page, tous les citoyens pourront aller voir cette page, voir son programme, voir sa photo, peut-être une vidéo, voir ses liens avec ses réseaux sociaux, etc., et verra son curseur où il en est par rapport aux 500. Une fois qu'il a 500, il est qualifié. Donc ça, c'est toute une phase. Donc, pour vous donner une idée, quand vous vous inscrivez sur notre site, il y a un formulaire qui vous dit est-ce que vous voulez nous aider, est-ce que vous voulez faire des choses, est-ce que vous voulez être candidat, etc. Et il y a des gens qui avaient coché je veux être candidat. Donc on leur a envoyé un mailing pour leur dire voilà, on ouvre les pré-inscriptions, est-ce que vous confirmez ou pas? Là, en à peu près 10 jours, on a 165, je crois, candidats préinscrits. Et vous avez du tout, hein, des jeunes, des un peu plus âgés, des hommes, des femmes. Alors, pas beaucoup de femmes. Alors là, s'il y a des femmes vraiment qui veulent y aller, allez-y, parce que c'est vraiment l'occasion. Là, il n'y a aucune barrière à l'entrée, donc on manque cruellement de femmes, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a plein de femmes en France de talent et d'idées de conviction. Et pour vous donner un ratio, ça doit être 9 sur 10 d'hommes, en fait. Très très peu de femmes sont inscrites. Et donc, ça c'est cette phase-là. Donc chaque candidat fera campagne par lui-même
pour avoir ces 500 soutiens. Et il y a donc les gens très connus qui vont peut-être être publicités, je prenais l'exemple de Hulot par hasard, c'est un exemple, hein, on ne pousse pas Nicolas Hulot. Non, je dis ça parce que des fois je donne des noms et après on me ressort, on dit ah vous êtes pour Macron, vous êtes pour Amaya, etc. Non, on donne des noms, nous on ne pousse personne. On ira les voir en disant est-ce que vous voulez venir. Donc ça c'est une première phase. 14 juillet, on donne la liste des candidats. Après, vous arrivez sur cette deuxième phase qui va commencer mi-juillet jusqu'à à peu près septembre. C'est une phase où on va faire en sorte que les candidats qualifiés qui ont eu leurs 500 soutiens vont se rencontrer. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de candidats thématiques qui vont émerger. Parce qu'on va tous raisonner par rapport à notre sphère de connaissances, notre sphère sociale, notre sphère d'envie, l'écologie, la justice, j'en sais rien. Et donc, il y a pas mal de candidats thématiques qui vont émerger. Et donc, l'idée, c'est de les aider, de les inciter à faire des équipes. Donc, vous aurez deux types de candidats. Vous aurez des candidats qui sont déjà avec des programmes un peu construits, un peu complets. Vous aurez des candidats avec des équipes déjà, et vous aurez des candidats tout seuls avec juste une thématique. Et nous, on veut créer les conditions de la rencontre. On ne pousse pas à ce qui s'agrège, etc. Mais cette phase, elle est très importante parce que on pense que c'est un processus où tout le monde doit être embarqué. Et donc, je pense que ceux qui peuvent émerger de ça et qui sont crédibles, c'est ceux qui vont savoir créer des équipes qui vont dépasser les clivages et qui vont savoir s'agréger. Et dans cette phase-là, elle est importante aussi parce qu'il y a les candidats qui se réunissent. C'est pour ça qu'on lève des fonds, parce qu'on ne veut pas que l'argent soit un frein pour ces candidats. C'est pour ça que si on réserve des salles, etc., ça coûte un peu d'argent, et on veut mettre à dispo, par exemple, les salles pour qu'ils se rencontrent. Mais c'est surtout une phase où les candidats vont pouvoir finaliser leur programme avec les citoyens. C'est-à-dire, il y a pas mal de candidats qui vont arriver avec des programmes préétablis, ou même... voilà, celui qui arrive avec une page blanche, ça va être difficile, mais l'idée, c'est que là, les citoyens vont pouvoir échanger via l'application avec les candidats, en disant, par exemple, dans votre programme, vous n'êtes pas positionné sur l'Europe, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faudrait faire ci, ça, sur le droit du travail, est-ce que vous pensez qu'il faut interdire les licenciements, enfin je dis n'importe quoi, mais vous allez pouvoir, avec l'application, échanger avec les candidats. On va mettre en place entre le candidat et vous, des outils d'intelligence collective qui vont permettre d'agréger les thématiques, les questions, etc. Et ils auront à se positionner dessus. Donc ça, c'est après la phase de sélection, enfin disons de qualification, ça c'est une phase très importante où vraiment c'est pas que la première des candidats, ouais, c'est pas du show de télé où c'est moi le plus beau et lisez-moi. C'est non, je suis face aux citoyens et je réponds à leurs questions. Et donc c'est une phase qui dure, je vous dis, à peu près 90 jours entre juillet et septembre. Donc après cette phase, il y a deux hypothèses. Soit on se retrouve avec un nombre très ramassé de candidats et d'équipes, une dizaine, et on passera à une phase de débat et une phase de vote. Soit on a encore beaucoup de candidats. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien on en aura, parce que entre ceux qui s'inscrivent, ceux qui vont avoir 500, etc., ceux qui vont s'agréger, etc. Donc on sera obligé de faire une phase de présélection, parce que vous ne pouvez pas demander aux Français de comparer les programmes de 60 candidats, d'essayer de les regarder tous, etc. Donc on fait une phase de présélection. Cette phase de présélection, elle marche comment? On va constituer des lots de candidats qu'on va dispatcher sur les citoyens. Concrètement, ça marche comment? C'est je suis candidat, je suis sûr d'être vu le même nombre de fois que chacun des autres candidats. Je suis citoyen, je vais recevoir des poules de candidats, des lots, sur lesquels je vais être amené à me prononcer. Pourquoi on fait ça? Parce que si on permet d'aller voter directement, on risque de se faire hacker par des minorités actives qui vont venir avec des fichiers ou qui vont proposer de l'incitation financière pour voter pour un tel et un tel, etc. Avec un système comme ça, de random, vous contournez complètement le système. Donc, quand je suis citoyen, je reçois un lot de candidats, je vais être amené à me prononcer sur chacun des candidats. Et pour chacun des candidats, vous allez dire je le trouve très bien, bien, moyen, pas bien, ou à rejeter. Donc du vote négatif. Vous allez devoir vous prononcer sur chacun. Ce qui va vous donner de l'intensité entre les candidats
Pour les textes, ça va faire une belle gaussienne. Et donc, l'idée, c'est qu'on va prendre la crête de la gaussienne, c'est-à-dire tous les candidats qui auront eu la meilleure médiane, pas la moyenne, la meilleure médiane. Et ça va nous sortir à peu près entre 5-7 candidats. Et on intègre une règle de plus. On en reparlera après dans les questions. Hein. Je fais exprès d'aller vite, mais après, le but, c'est qu'on discute. On intègre une règle qui est que, oui, il peut être qualifié pour autant qu'il n'ait pas suscité plus de 50% de rejet. Parce que ceux qui vont être très clivants, ils peuvent avoir des très bonnes notes, mais en même temps, ils peuvent avoir masse rejet. Donc celui qui a été rejeté par plus de 50% des votants, il ne peut pas être qualifié. Donc ça va vous faire des finalistes. Voilà. Alors, encore une fois, tout ce que je vous explique, il y aura des simulations sur le site. Là, elles sont en train d'être finalisées. Alors, tout ce système, on ne l'a pas inventé. Hein. On l'a vachement bossé. On s'est influencé du jugement majoritaire, etc. Et on a bossé avec quelqu'un de Polytechnique, avec quelqu'un de l'ENS, avec quelqu'un du MIT pour nous faire toutes les simulations mathématiques. Voilà, on a pris les trois, on a fait un mix et ils ont bossé là-dessus pour nous faire toutes les simulations. Et ces simulations seront sur le site. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs pour la tech, tout est open source. C'est-à-dire que toute la tech qu'on fait, elle est open source. Et donc tout le monde peut aller voir ce qu'on fait, tout le monde peut aller la récupérer, faire un fork s'il veut. Voilà, tout est open source et toutes les données qu'on aura seront publiques. Pareil, les données de vote seront publiques. Tout le monde pourra contrôler le vote. Alors évidemment, c'est anonyme, on ne pourra pas savoir qui a voté pour qui, mais on pourra savoir que l'électeur 828, il a voté bien qu'une fois pour le candidat B, etc. Donc tout ça, c'est open source. Et donc on arrive à nos candidats finalistes. Dernière phase de débat. Donc là, on a peut-être 3-5 finalistes et on va les emmener dans toutes les capitales régionales. Débattre entre eux, mais débattre avec les citoyens. Donc ils seront pas à la télé en train de parler entre eux avec des journalistes, ils seront sur une estrade face à des gens comme vous et moi, où ils devront répondre aux questions sans filtre. Parce que là aussi, c'est la primaire des citoyens, c'est pas du show pour se faire élire. Après le vote, là à nouveau, on réutilise ce système de vote d'intensité, où vous allez voter très bien, bien, pas bien, à rejeter, etc. Et ça va nous sortir un vainqueur ou une gagnante. Et ça, l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il part avec un cadeau. Alors, il part avec 3 choses. La première chose, il va partir avec son parti politique, on va lui créer son parti, ça c'est technique, pour pouvoir aller à la présidentielle, il faut un parti. Donc on lui crée son parti, on va l'aider sur sa campagne de financement pour l'élection présidentielle, et on va lui apporter les 500 parrainages, j'espère qu'ils ne vont pas augmenter le nombre d'ici là, pour enregistrer sa candidature. Donc ça, on pourra en parler dans les questions, comment on fait. Alors, les prochaines étapes, justement, il y a les maires, je pense qu'on va en parler pendant les questions. Enfin, en gros, les maires, on va les attaquer par le bas et par le haut, c'est-à-dire par le bas, c'est les citoyens. On s'est aperçu, quand vous prenez la liste des communes en France, il y en a un peu moins de 30 000 maintenant, on s'est posé la question, c'est quoi une petite commune? Et en fait, on s'est dit, tiens, on va regarder jusqu'à 300, 500 habitants. 300, 500 habitants, c'est 18 000 communes. Et dans ces communes-là, tout le monde connaît son maire. C'est lui qui l'a marié, c'est lui qui lui a accordé son permis de construire, etc. Et donc, on va demander aux citoyens d'aller voir leur maire. Première étape, c'est de dire, regardez la primaire pour regardez ce qu'ils font, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas, est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées, etc. C'est le premier point d'accroche. Deuxième point, ça va être la promesse de parrainage, où là, le maire va clairement écrire, moi, je promets de donner mon parrainage au candidat qui sort de ça, sous réserve, bien sûr, qu'il corresponde à mes valeurs, parce qu'on ne peut pas signer un blanc-seing. Et troisième étape, ça sera le vrai parrainage. Donc on les attaque par le bas et par le haut, parce qu'on a noué aussi des relations avec des gens qui connaissent des maires, des influenceurs, des hommes politiques, qui nous aident à les rencontrer, à leur expliquer la démarche, c'est de l'évangélisation. Et là-dessus, on a déjà de bons retours. On continue le crowdfunding. Donc sur le site, il y a une page de crowdfunding. Voilà. Donc si
peu importe le don, chaque don compte. On a mis des exemples de ce qu'on pouvait faire avec l'argent, voilà. Il n'y a aucune obligation, voilà, mais nous on finance, on ne finance la première cas avec les dons.